Et début de tournage, allez savoir, la superstition du chat noir. Et salut le compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. En attendant, aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse superstition du chat noir. Et oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chats noirs, ce sont les suppôts de Satan. Hein. Il y a juste à voir les vidéos qui tournent sur internet pour comprendre. Ah bah faut dire qu'aujourd'hui, avec tout ce genre de choses, on a pas mal de vidéos assez mignonnes sur les chats quand même. Hein. D'ailleurs, c'est à se demander si la superstition du chat noir n'a pas tendance quand même à disparaître. Hein. Longtemps déifié, le chat a connu quelques heures sombres, un bon gros siècle d'âge sombre durant la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un animal de compagnie très prisé qui, même en expansion, puisque selon les derniers chiffres, il y a de plus en plus de chats que de chiens domestiqués dans les maisons françaises. Et ainsi, on peut voir de magnifiques gags et rebondissements sur internet de chats qui font tout et surtout n'importe quoi. En tout cas, ceux qui bouffent des chats, je vous tire pas ma casquette, hein, parce que c'est pas joli. Hein. Alors oui, nous avons quelques différences d'us et coutumes entre les Européens et nos amis asiatiques. Après, chacun son passé et sa culture. Hein. Bref, avant de vous conter l'histoire du chat noir, nous allons devoir vous conter l'histoire du chat en Europe, mais pour cela, rendez-vous après le générique. Certaines civilisations, durant l'Antiquité, ont amené les chats au rang de divinité. Et comment ne pas penser à l'Égypte avec notamment la déesse Bastet, fille de Ré, sœur d'Hathor, de Tchekmet, de Chou et de Tefnout. Celle-ci est considérée comme étant, entre autres, la protectrice des naissances et la maîtresse du foyer. Ces deux aspects lui ont été donnés par les Égyptiennes, qui ont constaté que la femelle du chat, lorsqu'elle mettait bas, elle était extrêmement bienveillante et très douce envers ses enfants. Le chat domestiqué est apparu pour la première fois en Égypte vers 2100 avant Jésus-Christ. Et le chat a été très rapidement très apprécié pour sa lutte contre les rats et les souris. En effet, on va dire que l'une des richesses de l'Égypte, c'est ses récoltes. En effet, dans un endroit où il est compliqué de faire pousser quelconque nourriture, le peu qu'on arrive à faire pousser, c'est une richesse infinie. Ainsi, les chats ont permis de protéger les stocks de récoltes et de céréales des souris et des rats. Bastet est notamment la protectrice de la petite ville de Bubastis qui se situe au nord-est du Caire. Hérodote, géographe et historien grec, va notamment aller y faire un tour et découvrir que chaque année une très grande célébration en l'honneur de Bastet s'y déroule, et que de très grands nombres d'Égyptiens font une sorte de pèlerinage afin de s'octroyer les faveurs de la déesse. Et le culte du chat et de la déesse Bastet va même plus loin, car les chats font partie des rares animaux qui étaient momifiés du temps de l'Égypte. Et ainsi, de très grandes nécropoles ont pu être mises à jour, découvertes, et l'une des plus grandes se situe à Beni Hassan, qui est au sud de Bubastis, avec pas moins de 300 000 momies de chats. Il n'y a pas une histoire avec le bateau de Ré et une histoire de chat et de serpent, là? Alors oui, Ré était protégé par un grand chat, qui était l'incarnation de Bastet, afin de perpétuer sans encombre la tâche qui incombait à Ré de guider la barque solaire et ainsi donner son mouvement au soleil et aux journées et aux mois et à l'année. Et ainsi, le soleil, selon la cosmogonie égyptienne, donc la Terre était plate, le soleil montait, et quand il descendait, passait dans les mondes souterrains. Et dans ces mondes souterrains se cachait un grand méchant serpent du nom d'Apophis, qui cherchait forcément à arrêter le mouvement de la barque solaire, et le chat était là pour vaincre Apophis, hein, tout simplement, à coups d'épée et de couteau. Et ainsi, chaque nouvelle journée signifiait une nouvelle défaite cuisante pour Apophis. Mais il est à noter qu'Apophis a eu quelques victoires. Toutes les éclipses solaires sont une victoire d'Apophis. Mais sinon, globalement, c'est tous les jours, c'est une défaite pour Apophis.
L'Antiquité égyptienne glorifie le chat qui est également associé à la déesse Isis ou encore Nout. Du côté des Grecs et des Romains, les chats accompagnent certains dieux comme Déméter ou encore Artémise. Mais il faut le dire, ils n'ont pas le même culte du chat que les Égyptiens. Cependant, les Égyptiens n'ont jamais voulu commercialiser le chat. Pas faute des Grecs d'avoir essayé d'entamer quelques discussions pour en avoir quelques-uns. Et du coup, pour dératiser les récoltes, les Grecs, Romains et autres peuplades d'Europe utilisaient les fouines, les belettes ou encore les furets. Jusqu'au jour où certains Grecs éleveurs en ont eu marre et sont allés voler quelques chats en Égypte, en ont fait l'élevage et ainsi le chat domestique est arrivé en Europe pour dératiser les récoltes. Et alors remontons un petit peu avant l'Antiquité, on va dire ça comme ça, pour parler de la création du chat. Parce que le chat, selon d'anciens textes, nous viendrait de l'arche de Noé. Vous allez me dire comme tous les animaux, mais certains animaux vivaient avant l'arche de Noé et ont été sauvés grâce à l'arche de Noé. Quand Dieu a voulu punir tous ceux qui faisaient du mal sur terre, qu'il a monté les eaux, que Noé a fait une grande, je pense une très grande barque, où il a mis un couple de chaque animal, et quand l'eau est redescendue, chaque couple a pu se reproduire, et ainsi les animaux se reproduire et venir jusqu'à nous aujourd'hui. Et alors il s'est Noé confronté à un petit problème, c'est que dans sa barque il y avait une souris et un rat. Forcément il y avait un couple de chaque animal. Et devinez quoi, ce rat et cette souris vont se mettre à pulluler déjà, premièrement, ils vont faire plein de petits. Et tous ces petits, ils vont bouffer les récoltes, enfin les stocks de récoltes qu'il y avait dans la cale du bateau. Ce fut un problème, parce qu'à un moment donné, tu t'imagines, en pleine mer, avec tout un stock d'animaux, et plus rien pour les nourrir, à un moment donné, tu dis, bon, faut que je trouve une solution. Et ainsi, Noé va s'approcher du lion, va lui caresser le front, et le lion va éternuer. Et dans cet éternuement, des chats vont surgir du pif du lion. Et les chats vont permettre de dératiser, pas entièrement, parce que forcément, vu qu'on a encore des rats et des souris, ils sont pas tous été bouffés. Mais voilà pour la création. Alors Darwin vous dirait que scientifiquement parlant, c'est discutable cette histoire de lion qui éternue des chats, bon. Mais passons ça, donc voilà la création du chat. Et le chat va permettre notamment, alors là on saute un petit peu d'époque, va permettre au Moyen-Âge, au XIVe siècle, de permettre d'aider à vaincre la peste noire. C'était une grande épidémie de peste qui était véhiculée principalement par les rongeurs, enfin entre autres par les rongeurs, et les chats ont permis de manger les rats et les souris, et avec tout cela on peut se dire que l'église chrétienne catholique était plutôt pour les chats, parce que ils ont été créés par Noé, ils ont permis de vaincre une peste, et c'est bien les chats. Et oui, malgré le fait que le chat semble bien, et non, pour l'église catholique, le chat est le suppôt de Satan, et va tout faire en sorte pour que les chats deviennent, dans l'imaginaire des gens du Moyen-Âge et de la Renaissance, comme étant les suppôts de Satan. Et ainsi, les chats deviennent les compagnons idéaux des sorcières et sorciers. C'est bien ce que je disais au début de l'épisode, les chats sont diaboliques. Juste à voir les vidéos sur internet, on voit toute leur fourberie, Enfin voilà quoi. Oui, bref, à l'époque de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge, ils n'avaient pas internet. Dans tous les cas, les conséquences ont été assez rudes pour les chats de l'époque. Et ainsi, peu importe leur couleur, les chats vont être persécutés en Europe. L'Église va même plus loin en disant que la queue des chats est possédée. C'est vrai, des fois la queue des chats elle se tortille dans tous les sens, et pour l'Église, cette-ci est possédée. Et ça va même plus loin car l'Église va dire « Ah bah oui, mais dans la queue des chats se cache un cheveu de Satan. » Et ainsi, en pleine Renaissance, a lieu le premier procès de sorcellerie envers un chat, en 1566 pour être exact. Et pour la petite anecdote qui fait plaisir, le chat s'appelait Satan. Il était noir tacheté de blanc. Mais alors Satan avec un H après le T quand même, parce qu'il faut pas déconner, il y a qu'un seul Satan. Donc celui-là c'était Satan, mais pas le vrai, juste le chat. Bon, bref. Et donc du coup ce chat, Satan, appartenait à Élisabeth Francis, qui était une sorcière
en Grande-Bretagne, dans le bourg de Chelmsford. Et en fait, cette sorcière, un jour, donna à son serviteur de chat un peu de lait et de son sang à elle. Et ainsi, le chat, très content, va donner à sa maîtresse 18 moutons. Alors, ne me demandez pas comment il va lui donner 18 moutons, mais il lui donne 18 moutons et un fiancé. Et en fait, la maîtresse, Elisabeth, va très vite se lasser de son fiancé. Et va faire en sorte de le tuer. Et malheureusement, elle était enceinte et elle va faire aussi en sorte d'avorter du petit. Ainsi, Elisabeth Francis, sorcière de profession, va se trouver par elle-même un nouveau mari. Cette fois-ci, ça dure plus longtemps parce qu'elle va arriver à avoir un enfant avec lui. Sachant que l'autre était encore pas né, donc ça durait un petit peu plus longtemps. Mais comme le précédent, elle va très vite se lasser de son mari, va s'arranger pour s'en débarrasser et va demander à son chat, à son serviteur de Satan, de se débarrasser du bébé qui était né 6 mois auparavant. Une histoire assez sordide, mais malheureusement ce n'est pas la seule que l'on peut lire ci et là concernant des chats durant la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Et ainsi, entre sermons de prêtres qui parlent de satanisme des chats et de sorcières, l'Église est à la manœuvre en fait pour on sait pas pourquoi, le chat devient un suppôt de Satan et il va être sacrifié sur l'autel. Je vais vous épargner les détails parce que c'est assez sordide et je ne voudrais pas écœurer les âmes sensibles qui nous regardent et qui apprécient ces petites boules de poils. Allez, t'as bien un ou deux petits trucs pour nous sustenter un petit peu quand même, non? Allez, non. Nous ne ferons pas de sensationnalisme. Ah mais attention, moi je fais grève, Je veux des détails croustillants. Alors afin de satisfaire la curiosité malsaine de certains d'entre vous, je vais donner quelques exemples. Ainsi, certains chats vont être lancés du haut de très hautes tours, d'autres chats vont être sacrifiés dans les flammes des feux de la Saint-Jean, d'autres vont connaître la torture, et je vais m'arrêter là sur le mot torture, je n'irai pas plus loin, non négociable. Bref, mais certains, on va contrebalancer, vont défendre corps et âme les chats. C'est notamment le cas au XVIIIe siècle son nom est un petit peu compliqué, alors excusez-moi si je prends un peu de temps, alors c'est François Augustin de Paradis de Moncrief, qui va défendre les chats, avec notamment un livre qui va s'appeler L'histoire des chats, et grâce à ses travaux et à travaux d'autres personnes, les chats vont progressivement être réhabilités dans la société. Ouf. Alors certains habitants du Moyen-Âge et de la Renaissance vont mettre dans leur grenier des croix chrétiennes. Parce que les chats sont des êtres diaboliques. Et comme les vampires n'aiment pas l'ail ou la lumière, les êtres diaboliques, suppôts de Satan et autres démons, ne peuvent être dans une pièce où il y a une croix chrétienne, ou même ne serait-ce que regarder une croix chrétienne de loin. Ne peuvent pas, ça les tuerait. Et ainsi, les chats étant des êtres diaboliques, ils ne pouvaient loger dans les greniers et sous pente des toits des maisons, et donc il était habituel de mettre des croix chrétiennes dans les greniers. Mais du coup, on n'en est toujours pas au chat noir. Avancez là un peu. Alors nous avons pu voir que durant l'Antiquité, le chat a connu des heures de gloire, tandis qu'à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, c'était plutôt un âge sombre, et ce revirement de situation vient de plusieurs aspects, notamment le chat a un caractère assez indépendant, une démarche un petit peu fière et hautaine, qui a pu le rendre méprisable, et puis surtout, aux yeux de l'Église, le chat était vénéré par des religions ancestrales comme l'Égypte, était apprécié des Grecs et des Romains. C'était des religions païennes tout ça pour l'Église catholique, et donc le chat a un petit peu servi de bouc émissaire et est devenu totalement détestable et sacrifié plus tard par l'Église catholique. Et puis il ne faut pas oublier le symbolisme des couleurs. Chez les Égyptiens, le noir signifie la fécondité. Ainsi, l'on peut voir sur beaucoup de représentations des chats noirs. Autant le noir, chez les chrétiens, c'est pas la même signification, c'est plutôt négatif le noir. Et ainsi, les chats noirs sont devenus ce qu'il y a de plus pire qui puisse exister. Déjà que le chat, c'est pas... Voilà, pour l'église, c'est pas... Alors quand il est noir, alors forcément, quand on voit des religions païennes qui ont beaucoup de chats noirs sur leur représentation, là, c'est...
Et c'est ainsi que le chat noir est devenu le chat principal des sorcières et sorciers, et donc de l'artillerie de l'église face au chat. Enfin, vous avez compris, quoi. Alors la superstition du chat noir nous vient principalement de là. Mais le revirement de situation du culte du chat entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est peut-être un petit peu plus profond qu'il n'y paraît. Certaines personnes ont fait des recherches et sont allées un petit peu plus loin dans l'analyse de ce revirement de situation sur le culte du chat. Et c'est le cas notamment de Charles Panatti, qui avance que, au Moyen-Âge, certaines villes faisaient face à des problèmes de surpopulation de chats. Et que peut-être que cela n'a pas aidé à sa disgrâce, voire même on peut aller plus loin en émettant une hypothèse, ce n'est pas sûr, c'est une hypothèse, que le chat étant beaucoup trop nombreux, l'église se serve d'une excuse que c'était les religions païennes, que voilà, etc., pour faire en sorte que le chat soit détesté, que les populations de chats baissent. C'est une hypothèse, mais en tout cas, il est sûr que la surpopulation n'a pas dû aider dans la disgrâce du chat. Ça, en gros, ils avaient le même problème avec les chats à l'époque que nous aujourd'hui avec les pigeons, en somme. Alors oui, exactement. En effet, nos villes d'aujourd'hui luttent contre les pigeons. Alors il n'y a pas que les pigeons, mais ce qui est le plus visible, c'est les pigeons qui font des dégâts. Faut être honnête, ça fait des dégâts. Mais au moins, les chats, ça permet de dératiser, alors que les pigeons... Ainsi, la plupart des superstitions concernant les chats et surtout les chats noirs nous viennent de cette époque de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et ainsi, beaucoup de superstitions apparaissent, des superstitions régionales, nationales, sur les chats. Mais au contraire, certaines régions vont même prendre le contre-pied et louer les avantages des chats noirs. C'est surprenant, mais oui. Alors par exemple, aux Pays-Bas, quand on a envie d'avoir un petit chat chez soi, qu'on va voir son voisin, salut voisin, est-ce que t'as des chatons? Et que celui-ci nous répond oui, je t'en apporte un, c'est parti. Et qui nous rapporte un chat noir, un petit chaton tout noir, eh ben c'est bon signe, ça veut dire que le bonheur va entrer dans la maison. C'est fabuleux. Alors chez nous, en France, on nous apporte un chat noir, au début on est plutôt réticents quand même, alors qu'aux Pays-Bas, non, c'est fabuleux le chat noir. D'autres régions vont dire par exemple que le chat noir a les propriétés d'attirer le mauvais sort et les maléfices vers lui, et ainsi faire en sorte qu'on soit protégé. C'est un protecteur. Et qui du coup ce n'est pas un suppôt de Satan. Nous protège des mauvais sorts, des maléfices, etc., etc. Tandis qu'en France, le soir, pendant la nuit, entendre deux chats se bagarrer est un présage, très mauvais présage, de désastre et de mort. Ainsi, peu avant 1789, en Bretagne, beaucoup de Bretons, oui, des Bretons en Bretagne, ont entendu beaucoup de bagarres de chats, et ainsi certains avaient fait le présage qu'une grande révolution était en marche. Et du coup, quelques temps après, il y a eu la révolution de 1789. D'ailleurs, ça me fait penser, savez-vous comment on appelle un chat qui éteint les feux? Allez, je donne ma langue au chat. Un sapeur-pompier. Sur cette anecdote croustillante, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire, de partager si ça vous a plu, et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en description. Merci à vous. Alors, savez-vous comment on fait aboyer un chat? Non? C'est simple. Vous lui donnez une petite coupe avec du lait, et il la boit. Bref, merci à vous. Fin de tournage.